Les Palestiniens enterrent leurs morts après les raids israéliens dans les camps de Gaza. 14 Palestiniens, dont 9 combattants du Hamas, ont été tués lors de cette incursion qui intervient au lendemain d'un attentat raté. La colère des chercheurs, ils menacent de démissionner collectivement mardi prochain. Les dernières propositions du gouvernement raffarin ne semblent pas les convaincre. Invité de ce journal, le professeur Beaulieu, qui s'est proposé il y a quelques jours comme médiateur. La journée internationale de la femme, avec ces drames de la violence conjugale, des drames vécus au quotidien. Le combat est sur plusieurs fronts et d'abord lutter contre la loi du silence. Du rugby, le 15 de France qui a battu le Pays de Galles à Cardiff, 29-22. Les Français ont eu chaud à la première mi-temps, mais ils s'emparent quand même de la victoire. Le mythe de Sissi revisité pour lui donner sa vérité historique, loin de la figure de conte de fées immortalisée par Romy Schneider. Sissi, impératrice rebelle, est le thème d'un téléfilm diffusé demain soir sur France 2. Et Ariel Dombal, la belle Ariel, est notre invitée ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, la violence au Proche-Orient, la France se dit préoccupée par l'engrenage. Ce matin, l'armée israélienne a fait une incursion dans la bande de Gaza. 14 Palestiniens ont été tués, dont 9 combattants du Hamas. Cette opération dans des camps de réfugiés a pour objectif de rechercher des activistes palestiniens. Israël prévient d'ailleurs que d'autres offensives pourraient suivre. Cet après-midi, les cris de vengeance des Palestiniens se sont fait entendre à Gaza qui enterre ses morts. Charles Anderlin, Talal Abourameh. C'est vers 4 heures du matin que les blindés ont pénétré dans les camps de réfugiés El Bourej et Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. Les soldats ont lancé des appels par haut-parleur pour imposer le couvre-feu, sans succès. La densité de population est ici une des plus élevées au monde. Plus de la moitié des habitants de Gaza ont moins de 15 ans. Sous le regard des gosses, des combattants ripostent à l'arme légère. Les chars se sont retirés en fin de matinée. Il y a 15 morts, parmi lesquels 10 activistes du Hamas et 3 enfants. Plus de 80 blessés sont hospitalisés, une dizaine dans un état très grave. Durant l'après-midi, des dizaines de milliers de personnes ont assisté aux obsèques, aux cris de vengeance. Le chef d'état-major israélien, le général Ya'alon, a promis de nouvelles opérations offensives de ce genre contre, a-t-il dit, l'infrastructure terroriste. Il a fait cette déclaration au barrage de Erez, à l'entrée de la bande de Gaza, où hier, 6 militants islamistes sont morts en tentant d'attaquer une position israélienne. En fait, ils ont tué 2 policiers palestiniens. À Bagdad maintenant, le siège de la coalition a été visé par des attaques à l'arme lourde. On a entendu plusieurs explosions au cœur de la capitale. Nous disposons de ces images qui montrent les bâtiments abritant le quartier général américain, images d'incendie. Les pluies torrentielles se sont abattues sur la Turquie tout ce week-end. Des rivières en crue ont recouvert de nombreuses zones habitées. Dans le sud, c'est un barrage qui a débordé. Les avalanches provoquées par la fonte des neiges ont alourdi le bilan. 15 morts et plusieurs disparus. Le point, Stéphanie Davoigneau. Mersina, une des nombreuses villes inondées dans le sud et le sud-est de la Turquie. Des milliers d'habitations sont sous les eaux. À l'origine de ces crues, des pluies torrentielles et la fonte des neiges de certains sommets turcs. À Silik, près de 10 000 maisons ont carrément été submergées après le débordement d'un barrage. Partout, les habitants tentent de gagner une terre sèche. Tous n'y sont pas parvenus. Inondations, mais aussi glissements de terrain et avalanches. En un week-end, ces catastrophes en série ont tué une dizaine de personnes. Parmi elles, 4 touristes britanniques et canadiens ensevelis sous la neige. Ce soir, de nombreuses routes restent coupées. Dans les montagnes et autour de la mer Noire, au moins 400 villages sont isolés. En France, cet accident d'autobus dans l'Ariège aurait pu tourner au tragique. Le chauffeur, semble-t-il, s'est endormi au volant. Le car qui transportait 48 touristes irlandais revenant d'un séjour de ski dans les Pyrénées a fait une sortie de route sur l'S66 près de Pamiers. 11 personnes ont été légèrement blessées. Elles ont été hospitalisées à Toulouse. La violence routière avec, pour ne pas oublier, cet hommage en Moselle, une marche silencieuse dans les rues de Saint-Avold, un mois après l'accident qui avait coûté la vie à une femme et un enfant de 4 ans. Ils avaient été percutés par un jeune âgé de 19 ans conduisant une voiture puissante sous l'emprise de stupéfiants. 400 personnes étaient réunies cet après-midi.
La colère des chercheurs qui menacent de démissionner collectivement. L'ultimatum est fixé à mardi prochain. Les dernières propositions de Jean-Pierre Raffarin n'ont pas convaincu, semble-t-il, et l'appel à la responsabilité lancé par Claudie Aigneret a peu de prise. Voilà maintenant que des chercheurs étrangers viennent soutenir le mouvement. Globalement, je vous le rappelle, le nombre de chercheurs en France dépasse les 100 000. Ils sont aujourd'hui plus de 61 000 à avoir signé la pétition « Sauvons la recherche ». Sophie Rodier, Daniel Wolfram. Une thèse sur la mucoviscidose, des publications internationales. À 32 ans, Morvane Collin a un CV impressionnant pour un salaire qu'elle juge décourageant. 1 200 € par mois et en plus un contrat précaire. Ces 12 années d'études, elle les regrette presque. Moi aujourd'hui, je vais pas dire à un jeune, vas-y, fais une thèse et essaye d'être docteur en sciences pour être recruté dans le public. C'est de la folie. C'est de la folie, vraiment. Diminution de certains budgets, manque de matériel et suppression de postes permanents au profit de contrats ponctuels, une situation que déplorent les chercheurs français. Le gouvernement ne veut pas entendre parler de postes stables, d'engagement envers les jeunes. Et les jeunes considèrent qu'on les a trahis. Et naturellement que le gouvernement avait la possibilité de débloquer totalement la situation, il n'a pas voulu prendre cette responsabilité-là. En janvier, un collectif de scientifiques lance une pétition sur Internet. Son succès est fulgurant. 61 500 signataires en 2 mois, soit plus de la moitié des chercheurs français. Pétition, manifestation et plus fort encore, les directeurs de laboratoires menacent de démissionner en bloc mardi. Rien ne calme la colère des chercheurs, ni la rallonge de 3 milliards d'euros sur 3 ans promise hier par le Premier ministre, ni l'augmentation du budget annoncée pour 2010. Il manque 500 postes, c'est à peu près 20 millions d'euros. Alors je ne comprends pas très bien pourquoi on nous dit 20 millions d'euros maintenant c'est pas possible, mais 3 milliards demain c'est possible. Les chercheurs français vont-ils mettre leurs menaces de démission à exécution? Le professeur Beaulieu, président de l'Académie des sciences, veut l'éviter et propose d'organiser des états généraux de la recherche. Professeur Beaulieu, bonsoir. Bonsoir. Éminente personnalité du monde scientifique. Vous vous êtes vous-même proposé comme médiateur. Alors d'abord quelques questions concrètes. Est-ce que, par exemple, dans vos laboratoires, les chercheurs risquent de démissionner mardi? Oui, bien entendu. En nombre? En nombre. Il faut comprendre que les chercheurs, ça n'est pas une corporation. Les chercheurs, ce sont des gens qui travaillent pour la recherche scientifique, bien entendu, c'est-à-dire pour l'avenir de la nation, c'est-à-dire pour la santé, c'est-à-dire pour l'agriculture, c'est-à-dire pour l'industrie et la nouveauté. C'est fondamental, sans compter l'éducation. C'est vraiment un problème national. Est-ce que vous-même, vous avez souffert, et vos chercheurs, de ce manque de moyens? Absolument. Nous avons eu des coupes sombres et injustifiées d'après les évaluations scientifiques. Alors vous auriez pu, peut-être l'avez-vous été, pétitionnaire de ce mouvement, Sauvons la recherche. En tout cas, vous avez choisi une voie peut-être plus difficile. Vous avez choisi donc d'être médiateur. Alors très concrètement, depuis vendredi, on a le sentiment qu'il y a un constat d'échec. En tout cas, pas de proposition retenue par ce collectif, Sauvons la recherche. Que le gouvernement doit-il faire? Peut-il faire encore quelque chose? À votre avis, que doit-il faire pour sortir de la crise, pour éviter en tout cas mardi cette démission collective? Vous avez en quelque sorte associé, voire mélangé 2 aspects temporels différents, à différents moments. Nous sommes en présence de revendications largement justifiées et je crois qu'un coup de pouce véritablement ne ferait pas mal pour empêcher que mardi il y ait des démissions. Mardi. Un coup de pouce, vous dites. Mais cette type de pouce, mission, je ne suis pas en charge de cette confrontation en quelque sorte, dans la mesure où, bien entendu, je ne suis pas aux affaires, je ne connais pas tous les chiffres des sénateurs. Vous êtes médiateur, vous entendez les 2 parties. Je suis médiateur pour dire, quand cette crise s'estompera, et elle se fera bientôt en décroissant, nous aurons la possibilité, grâce à l'acceptation par les 2 parties, les chercheurs et le gouvernement, y compris le Premier ministre, et de façon très claire et très ferme, nous établirons avec les chercheurs un conseil pour l'avenir, un conseil national pour l'avenir de la recherche scientifique. Et nous le présenterons dès ce mardi, je peux vous dire quand, à 16h30, je peux vous dire où, dans les locaux de l'Académie des sciences, que j'ai l'honneur de présider temporairement bien sûr, ce qui nous donne une possibilité de donner confiance aux uns
et aux Alors, autres, si je vous et comprends de bien, ça veut bâtir dire du nouveau ce qui est nécessaire. Laissez-moi simplement vous dire, les chercheurs eux-mêmes ont donné des garanties remarquables en disant nous nous remettrons en cause, et bien sûr que comme partout, il y a des difficultés de gestion, il y a des imperfections. Eh bien, Et puis, nous attendons maintenant de passer aux actes, aussi bien avec le gouvernement et des promesses remarquables. Vous vous rendez compte ce que c'est 1 milliard de plus d'euros par an pendant les 3 ans qui viennent? On peut démarrer quelque chose, et tout de suite. Bon, en tout cas, si je vous comprends bien, qu'il y ait démission ou pas, le dialogue n'est pas rompu. Au contraire, Très clairement, nous avons mais décidé, reste- comme oui. je vous l'ai dit, de nous réunir à partir de la fin de cette manifestation des chercheurs qui montre leur angoisse et que nous laissons s'exprimer, bien entendu, complètement librement. D'ailleurs, qui peut le faire, qui peut l'empêcher, et c'est tout à fait normal. Juste Mais une nous dernière reprenons ce question, professeur. relais très important. Cette démission collective est une démission administrative. Oui. Est-ce que ça va empêcher les laboratoires de tourner? Écoutez, c'est aux chercheurs d'établir eux-mêmes, et ils en ont le sens de la responsabilité, comment continuer la recherche pour tous les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'essentiel de la vie de la nation. Merci, professeur Beaulieu, d'avoir répondu à nos questions. La semaine sociale qui s'annonce sera donc chargée, on vient de le dire, l'ultimatum des chercheurs mardi qui menacent de démissionner collectivement. Jeudi, la grève des personnels hospitaliers contre le plan hôpital 2007. Vendredi, c'est au monde enseignant de prendre le relais avec une grève nationale à l'appel des 4 grandes fédérations. Enfin, samedi, manifestation des intermittents du spectacle. Ceci nous amène au conflit social chez le numéro 1 français de la distribution à bas prix. En Ile-de-France, les employés de Jiffy, mais aussi les directeurs et sous-directeurs des magasins de l'entreprise sont en grève. Ils réclament le paiement de leurs heures supplémentaires. Nathalie Moisan, Marine Masson. C'est un conflit social atypique où le directeur régional se fait applaudir par les grévistes. Et pour cause, comme les directeurs et sous-directeurs de 11 magasins d'Île-de-France, lui aussi est en grève. On continuera à se battre pour que vous ayez vos droits. Pendant 2 ans, ces salariés ont travaillé 39 heures, soit 4 heures supplémentaires non payées. La direction leur doit encore 1 an de régularisation de salaire. On arrive facilement à faire plus de 53 heures par semaine. Les heures supplémentaires ne sont pas payées par Jiffy. J'ai fait moi-même 4 semaines, 6 heures du matin, 20 heures le soir, sans aucune indemnité supplémentaire. Jiffy, c'est le numéro 1 français de la distribution à bas prix hors alimentaire. 230 magasins en France et des salariés qui dénoncent leurs conditions de travail. Les directeurs ne sont pas épargnés. On arrive le matin, on passe le balai, on passe la serpillière. On range, on remet les produits qui ont été déplacés par les clients le jour et après on attaque la journée, c'est-à-dire en faisant nos cartons, nos palettes qui arrivent constamment tous les jours. Et tout cela pour 8,77 € de l'heure lorsqu'on est directeur et des indemnités de week-end à 5,61 € alors que dans le commerce, le dimanche est généralement payé double. Au siège de l'entreprise dans le Lot-et-Garonne, le directeur financier défend une lecture très personnelle de la loi. Ils souhaitent être payés plus cher le week-end. Ça, c'est tout à fait imaginable et c'est ce que moi j'ai compris de leur question. Est-ce que légalement vous n'êtes pas tenu de les payer plus cher le week-end? Légalement, le travail du dimanche n'est pas permis. Donc, par définition, il n'y a pas de législation dans ce domaine. Sur son site internet, Jiffy affiche pourtant des bénéfices confortables, plus 42% pour le résultat net l'année dernière. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le drame ordinaire de la violence conjugale, une situation encore taboue malgré les efforts accomplis. Les victimes osent à peine en parler et quand elles le font, elles préfèrent le faire dans l'ombre, comme ce témoignage recueilli par Isabelle de Lyon et David Bress. C'est une femme belle mais brisée, battue pendant 10 ans par le père de ses enfants. J'avais préparé un petit repas, tout ça pour lancer la grossesse, bien sûr, mais j'ai pris une gifle. Ça commence par des gifles, ça commence par des coups de pied, des coups de poing, des mèches de cheveux arrachées, traînées sur le gravier. Humiliée et honteuse de l'être, elle dissimulait à tous ses souffrances. On s'habille avec des manches longues pour cacher les bleus. Quand on a des mèches de cheveux arrachées, on fait un chignon. Mais en fait, c'est pas ça la réalité, c'est parce qu'on a peur. On a peur de parler parce que c'est dur et puis on se dit qui c'est qui va nous croire. Partir, mais pour aller où? Elle avait peur qu'ils retiennent les enfants. Comment peut-on partir quand on a la peur au ventre? On ne peut pas partir. Et puis, et ces enfants, les enfants, ils nous attendent à nous, à la maison aussi.
Parce qu'on va porter plainte, on fait toutes ces démarches, c'est très dur à faire parce qu'il faut tout le temps, alors on est victime et en plus il faut mener des preuves, tout le temps des preuves, et tout le temps des preuves. C'est double souffrance supplémentaire. Aujourd'hui, il lui est mis en examen mais libre. Elle vit sans protection, en ayant dû tout laisser. Il est chez moi, dans mes meubles, il vit bien, et moi je vis dans un meublé avec ses enfants, et j'attends. J'espère que les lois sur les femmes dans les générations futures avanceront pour elles, pour toutes les personnes qui ont des filles, justement. Pour pas qu'elles soient anéanties comme moi je le suis. Anéanties et puis salies à l'intérieur. La journée internationale de la femme, c'est aussi mettre à l'honneur des femmes d'exception. Demain, l'UNESCO et L'Oréal distingueront la meilleure scientifique de l'année, Jennifer Thompson, l'une des meilleures spécialistes mondiales des OGM. Elle a notamment développé un maïs transgénique poussant sur des sols arides. Éric Meunier l'a rencontrée dans son laboratoire de l'Université du Cap en Afrique du Sud. Jennifer Thompson est une mère très attentive. Pour ses bébés, elle nourrit de grandes ambitions. Les nouvelles variétés de maïs qu'elle a créées résistent déjà aux virus transmis par les insectes. Bientôt, elles seront capables de pousser sur des sols très secs, sous des climats très chauds. Au fil de ses découvertes, le professeur Thompson est devenu l'une des sommités mondiales des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Regardez cette plante, c'est ce que nous appelons la plante de la résurrection. Parce qu'elle peut vivre comme ça. Elle a l'air morte, mais si on lui donne de l'eau, 18 heures plus tard, elle ressemblera à ça. Elle va littéralement ressusciter. C'est un miracle. Elle contient des gènes qui lui permettent de passer de ce stade à celui-ci. Un maïs ne fera pas la même chose. Mais ce qu'on veut, c'est lui fournir la capacité de résister un peu à la sécheresse. Son maïs, Jennifer Thompson et son équipe le destinent d'abord à l'Afrique, son climat aride et ses populations toujours plus nombreuses à nourrir. En Afrique du Sud, ses recherches sur les OGM n'ont jamais fait débat. Elle sait qu'en France, c'est une autre affaire. Cette France qui l'accueille pourtant pour y être honorée. Elle en sourit. Le jury qui m'a distingué n'est pas français. Il y a des Français en son sein, mais il est international. Ils m'ont distingué comme la meilleure scientifique. Le fait que je travaille sur les OGM pourra choquer les Français. Et je suis intéressée par leur réaction. Ça ne vous plaît pas? Mais j'adore ça. Pour le professeur Thompson, qui n'a rien du savant fou, en maintenant son moratoire sur les OGM, l'Europe plombe sa recherche. Son maïs transgénique à elle, mis au point ici à l'Université du Cap, devrait être disponible d'ici 5 ans. Elle en offrira la propriété intellectuelle aux pays les plus pauvres, qui résistera à une offre aussi alléchante. La situation chaotique en Haïti a amené les autorités à bloquer le départ pour l'instant des enfants promis à l'adoption. Haïti est la première destination pour les familles françaises qui cherchent à adopter. Depuis une semaine, certains parents sont dans le désarroi. Ils attendaient ces jours-ci l'arrivée de leur enfant, un retard qui inquiète. Nul ne sait quand les frontières de l'adoption seront à nouveau ouvertes. Christian Houtin. Dans ce regard, toute l'inquiétude d'une mère. C'est la première fois que Dominique Sigaud voit sa petite fille depuis les événements. Ces images ont été tournées par nos reporters en Haïti. Catherine, abandonnée depuis sa naissance, aurait dû être accueillie en France le mois dernier. Mais son départ est aujourd'hui bloqué. Il y a 3 jours, j'avais envie de partir là-bas. Et en même temps, je sais que c'est ridicule, je ne vais pas lui faire le coup d'aller la voir et puis de ne pas pouvoir éventuellement l'emmener. Une adoption légale après une démarche de plus de 2 ans. Est-ce que c'est une maison où on attend un enfant adopté? Dominique Sigaud, déjà mère d'un enfant, est en contact par Internet avec la crèche où vit Catherine. Tout était prêt, ne manquait que la signature d'un juge haïtien pour boucler la procédure. Je comprends très bien qu'ils viennent d'avoir une crise très importante, peut-être bénéfique, et que, comme dans n'importe quel pays, il faut attendre que les choses se remettent en place. Mais c'est compliqué d'attendre à nouveau alors qu'on pensait que ça y est, on était quasiment arrivé au but. Catherine a 5 ans aujourd'hui. C'est son anniversaire. L'année prochaine, elle le fêtera sans doute en France, comme la plupart des enfants de cette crèche. Haïti est avec la Chine le premier pays vers lequel se tournent les Français désireux d'adopter. Le tarif pour une adoption de 5 à 6 000 euros dans un pays où la corruption est monnaie courante. Pour l'heure, ces enfants attendent de pouvoir rejoindre leur famille d'accueil. Le temps que la situation se stabilise en Haïti.
En Chine, la Constitution va faire entrer la propriété privée comme droit inaliénable. 3000 délégués du Parlement chinois sont en session à Pékin. Une grand-messe qui devra entériner cette décision. La croissance économique et la préparation des Jeux Olympiques donnent une nouvelle impulsion au pays. Reportage de nos correspondants permanents Philippe Rochaud, Sylvain Chaume. La télé de l'armée en première ligne pour filmer l'entrée des militaires au Parlement chinois. Ils font partie des 3000 députés qui composent l'Assemblée. Ils ont le sourire car le budget de l'armée a augmenté de plus de 11%. Ils ont donc voté sans hésitation la réforme de la Constitution qui pour la première fois reconnaît la propriété privée dans un pays qui se veut communiste. Le Premier ministre Wen Jiabao explique même carrément que le secteur privé, l'acquisition de biens, la propriété privée sont des éléments du progrès social. Et les Chinois lui ont déjà donné raison. Posséder un appartement est devenu le rêve des cols blancs. La foire à l'immobilier au centre de Pékin, c'est le triomphe de la propriété privée. Fini l'époque où le pouvoir vous désignait un logement d'État. On peut acheter à crédit à présent, même si Mao condamnait ce système. Je peux vous dire que ça se vend très bien. Il ne reste presque plus rien. Comme il y a beaucoup de clients, on leur demande même de faire la queue. Chaque jour pourtant, des gens sont expropriés pour bâtir par exemple la future capitale olympique, alors que la Constitution déclare les biens privés inaliénables. Le pouvoir se débat dans une contradiction. Faut-il être capitaliste ou communiste ? Le régime chinois se trouve dans une contradiction qu'il gère assez dynamiquement. D'un côté, il est communiste et il a toute l'autorité. D'un autre côté, il développe son économie, change sa société et introduit une certaine modernisation juridique. L'honnêteté conduit à dire que jusqu'à présent, il s'est plutôt bien tiré de cette contradiction. Enfin, pour parer à toute critique, les 3000 parlementaires chinois ont introduit dans la Constitution le respect des droits de l'homme, mais en se gardant bien de définir cette notion. La campagne électorale aux États-Unis bat son plein. Le démocrate John Kerry était aujourd'hui au Texas. À ses côtés, son épouse, une personnalité hors du commun, veuve richissime, parlant parfaitement français. Après des études d'interprète, Teresa Kerry est connue pour son goût de la liberté. Elle fait désormais cause commune avec son candidat de mari, tenant seul des meetings. Son portrait, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Là où il y a John, il y a généralement Teresa. Dans l'ombre ou sous les projecteurs, mais elle a toujours l'oreille de son mari, égare à celui qui l'oublierait. Pourtant, les stratèges démocrates ont longtemps hésité à la mettre en avant. Imprévisible, trop riche, pas assez américaine. Mais John Kerry a vite tranché. Elle serait applaudie comme lui. Ça n'était pas négociable. Elle serait dans la lumière, elle aurait le micro et pourrait convoyer son propre message. Vivre libre ou mourir. Thank you. La liberté, ou plutôt le manque de liberté, Teresa en connaît un bout. Elle qui est née il y a 65 ans au fin fond de l'Afrique, au Mozambique, alors colonie d'un Portugal rétrograde dirigé par le dictateur Salazar. Je n'ai jamais vu mon père voter jusqu'à 71 ans. Donc le droit du vote, le droit civil, etc., ça a beaucoup de significance. Suivent des études à Genève, des études d'interprète. Elle parle 5 langues. C'est là qu'elle rencontrera son premier mari, le sénateur Heinz, républicain, héritier des ketchup du même nom. Une fortune colossale dont elle héritera à son tour, elle et ses 3 garçons. Veuve, elle se consacre à son dada, l'environnement, ce qui l'amène en 1992 à Rio pour la conférence de l'ONU consacrée à ce sujet. Et c'est là qu'elle rencontre un autre sénateur américain, démocrate celui-là, John Kerry. Nous étions tous les deux motivés par la volonté de rendre la vie meilleure. C'est le coup de foudre. Et elle, qui ne voulait à aucun prix que son premier mari se présente à la présidence, va se lancer à corps perdu dans la campagne du second, allant même jusqu'à faire ses propres meetings, tant elle est devenue populaire. Elle a des opinions marquées et n'a pas la langue dans sa poche. Et je pense que c'est rafraîchissant. Je pense que beaucoup d'Américains, surtout d'Américaines, trouvent que c'est une bouffée d'air pur. John Kerry. Et lorsque la nomination démocrate est acquise, elle peut, à juste titre, estimer y avoir sa part. Je travaille 9 jours par semaine. 9 par semaine. Et elle n'a plus qu'une crainte, qu'à force d'être tirée à hue et à dia par son géant de mari, elle ne finisse par y perdre pour de bon, non pas son âme, mais un bras.
Et puis à l'instant, les premiers résultats des élections législatives en Grèce. Georges Papandréou, le chef des socialistes grecs, reconnaît à l'instant sa défaite face aux conservateurs. En France, à 2 semaines des régionales, Arlette Laguiller, tête de liste lutte ouvrière et LCR en Ile-de-France, était aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Devant quelques 500 personnes, Arlette Laguiller renvoie dos à dos la droite et la gauche, à ses côtés dans un même esprit. Alain Krivine, qui n'a pas ménagé le Parti socialiste, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, dit-il, c'est un cauchemar. Arrêtons-nous à présent sur la région du Languedoc-Roussillon. Fait notable, cette région attire de nouveaux arrivants, une population que va essayer de convaincre l'UMP Jacques Blanc, qui a été élu en 98 avec le Front National. Autre personnalité, le maire PS Georges Frêche. Reportage Alexandre Cara, Bruno Vignet. Il y a encore peu, s'étendait ici la garrigue. Aujourd'hui, dans ce faubourg de Montpellier, c'est un nouveau quartier qui surgit hors de terre. 210 000, c'est le nombre de logements à construire dans les 15 prochaines années en Languedoc-Roussillon. Conséquence directe du boom démographique de la région. En gros, dans les 10 ans qui viennent, il faut s'attendre entre 180 000 et 200 000 habitants de plus sur le solde migratoire venant des autres régions de France. Et ce sont des actifs essentiellement, des jeunes allant au lycée ou à l'université. Assis dans son fauteuil de président depuis 18 ans, Jacques Blanc doit faire face à cet afflux qui provoque un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Dans le même temps, ce développement à grande vitesse creuse l'écart entre Montpellier et le reste de la région. Nîmes, c'est pas la banlieue de Montpellier. Alors désormais, le credo de Jacques Blanc, c'est le rééquilibrage. Je crois qu'il faut valoriser tous les atouts de cette région, permettre que partout les initiatives puissent se multiplier. On ne peut pas assister à un désert autour d'une ou quelques villes. En 1998, Jacques Blanc avait conservé la région grâce au Front National. 6 ans plus tard, modification de scrutin oblige, le FN se prend à rêver à la victoire. Le pronostic, c'est que nous serons 3 à l'arrivée au second tour, Jacques Blanc, Georges Frêche et moi-même. Tout le monde sait que c'est un tiercé, mais personne n'en connaît l'ordre. Mais le duel attendu, c'est celui qui opposera Jacques Blanc à l'autre baron régional, Georges Frêche, maire de Montpellier depuis 1977. Comment ça va le bâtiment À la tête d'une liste de gauche unie, mais sans l'extrême gauche, Georges Frêche dénonce le bilan de son rival et appelle à la mobilisation avec une verve toute personnelle. On est 22e sur 22 régions métropolitaines. Donc on ne peut pas être plus pauvre. On est comme un noyé qui va toucher le fond de la piscine. Alors je dis aux gens qui sont dans la panade, ceux qui disent on ne veut plus voter, je dis mais remets-vous de temps en temps, la politique c'est l'art de la cité. Alors si vous voulez crever, continuez à ne pas voter. Place de la Comédie, chacun y va de son pronostic pour ce 4e affrontement en presque 20 ans des éternels rivaux. Une bataille qui pourrait cette fois être troublée par le FN, fort des 24% réalisés lors du 2e tour de l'élection présidentielle. Le salon de l'agriculture ferme ses portes ce soir. Malgré la crise que traverse le monde paysan, les visiteurs étaient au rendez-vous. Le record de fréquentation a même été battu. La barre des 700 000 visiteurs a en effet été franchie pour la première fois. Laurence Decherf et Frédéric Faure. Ravenel lui a tellement plu que ce boucher de la région parisienne l'a acheté. Non, elle a perdu pendant le transport un peu, mais bon. Et comme sa clientèle cherche la qualité, cette partenaise de 3 ans et demi terminera donc à Pâques sur son étal. C'est une viande très très fine, très goûteuse et puis rouge, une belle couleur. Allez ma belle. Pour les éleveurs de cette race rustique originaire des Deux-Sèvres, le salon de l'agriculture était un bon moyen de faire connaître leurs produits. On espère donc que les consommateurs vont demander à déguster soit au restaurant ou chez leur boucher pour acheter de la viande partenaise. Et on espère également que d'autres éleveurs vont nous rejoindre pour élever des partenaises. Venue en force, avec 10% de la surface d'exposition, la région Poitou-Charentes était à l'honneur cette année. Les retombées économiques ne devraient pas tarder à se concrétiser. On a déjà enregistré des demandes et des réservations touristiques qui sont directement issues du salon dès le 2e jour, ce qui est fantastique. Et au niveau agricole et agroalimentaire, nous aurons énormément de retombées dans les mois et les années qui vont venir. 700 000 visiteurs cette année, un chiffre record de fréquentation du grand public et des politiques à 15 jours des élections. Un salon qui aura créé des liens chez les éleveurs comme chez les animaux. Du rugby avec la victoire du 15 de France qui a battu le Pays de Galles à Cardiff 29-22. Les Français ont eu chaud à la première mi-temps. Sur place, Christophe Duchéron, Jean-François Renaud.
Pour l'ambiance, rien à critiquer. Le dragon rouge qui fume, le stade plein à craquer, 80 000 personnes en rouge sauf 2 brebis galloises. Le rideau tombe, la porte au bout de la ligne. Malheureusement, c'est le rugby qui est aux abonnés absents, surtout en première période, où Français et Gallois règlent leur compte au pied. Les rouges mènent 12-6, mais juste avant le repos, les bleus reprennent les choses en main. La balle à Michalak qui vient jouer côté fermé, Vincent Clerc pour Harry Nordoki, opportunément placé à l'aile, et qui s'en va aplatir le premier essai du match. La porte applaudit sans enthousiasme, au repos 13-12 pour les bleus, un petit point c'est tout. En deuxième période, plus appliqué, plus réaliste, plus concentré, les bleus prennent leur distance, surtout quand Jean-Baptiste Elissalde, superbement servi par Betsen, pique un sprint le long de la ligne de touche. Et voilà comment le petit bleu, poursuivi par le grand rouge, s'en va inscrire le deuxième essai des Français, qui mène alors 26-15. La porte y croit, sauf qu'en fin de rencontre, les rouges remettent un peu de pression. Le remplaçant Martin Williams sauve l'honneur des Gallois, qui s'inclinent finalement à domicile, 29-22. Il y a une victoire, c'est sûr, ça fait plaisir, puisque si on veut gagner ce tournoi, il nous fallait gagner ici. On est sur le bon chemin, mais si on veut battre les Écossais et puis les Anglais à la maison, il y a, comme je dis, beaucoup de travail encore. En effet, si l'on considère que seul le résultat compte, le 15 de France a rempli son contrat. Maintenant, si l'on veut faire de la poésie, pour ce qui est de l'art et de la manière, on espérait mieux, mais les joueurs aussi, sans doute. Cyclisme, le départ du Paris-Nice a été donné aujourd'hui dans une ambiance lourde. Lors d'un contrôle antidopage, des traces de cocaïne auraient été détectées sur Cédric Vasseur, le coureur des Mans. Nathanaël Dorinxin, Ludovic Tourte. Ils auraient préféré se faire remarquer par une victoire. Cet après-midi, l'équipe Cofidis était encore au centre d'une histoire pas très claire. Un contrôle capillaire effectué fin janvier sur Cédric Vasseur lors de son audition par la brigade des stupes aurait permis de déceler des traces de cocaïne. Aucune chance pour qu'on puisse retrouver dans aucune de mes cellules une substance qui pourrait s'apparenter à de la cocaïne. Et je vois pas comment on pourrait arriver à un tel constat. Un problème supplémentaire pour la formation française qui n'en sort plus des affaires de dopage. Entre malaise et suspicion, le peloton souffre. Pourtant aujourd'hui au départ de Paris-Nice, les inconditionnels étaient nombreux. C'est un peu partout pareil dans tous les sports, donc je sais pas pourquoi on focalise sur le cyclisme. Je continue à penser, à croire et à espérer que c'est une minorité qui fait que ce sport n'est pas encore propre. Apparemment, la passion du public semble intacte et la cote des coureurs encore élevée. Cet après-midi, la première grande course par étape de l'année donnait l'occasion aux équipes françaises de s'illustrer sur les routes de la banlieue parisienne. Attention, sortie de virage, celui-là il est traite, fais gaffe, on assure. Jusqu'à Nice, le peloton a désormais 7 jours et 1300 km pour offrir au public le premier beau spectacle d'une saison cycliste qui sera au centre de toutes les attentions. C'était aujourd'hui la fête des grands-mères, une fête créée il y a 17 ans et qui est devenue un rendez-vous populaire dans de nombreuses familles, comme celle rencontrée par Julia Delage et Carole Gréco. Il y a comme un petit air de famille. 3 générations réunies pour quelques heures, quelques instants où le temps s'arrête, pour Christiane Brie. Super mamie de 75 ans, elle ne vit aujourd'hui que pour l'amour d'Aurélie, Héloïse et Céline, ces 3 petites filles qui le lui rendent bien. Vous voyez pas, elle me déteste, hein, ça se voit, non? Chez mamie, les filles font du piano, vont au parc et même au McDo. Mais depuis que les parents ont déménagé, c'est un peu plus compliqué. On essaie de garder contact régulièrement. Bon, pour la mamie, c'est jamais suffisant. Du côté des parents, le soutien des papis et mamies est souvent le bienvenu. Mais à condition de garder sa place, pour Christiane, l'autorité sur ses petites filles se limite à 2 conseils principaux. Range ta chambre ou fais ton lit. Ah, ça c'est moi, ça. Ah oui, parce que je suis ennemie du désordre. Juste des remontrances complices. Selon une étude publiée aujourd'hui pour la 18e fête des grands-mères, les relations grands-parents-petits-enfants sont indispensables au développement des petits. C'est une relation de complicité, de plus grande tolérance et qui est plus orientée vers l'idée de se faire plaisir les uns avec les autres. Il y a près de 13 millions de grands-parents en France. De plus en plus jeunes, ils sont aujourd'hui adeptes des nouvelles technologies. Près de 60% des grands-mères possèdent un téléphone portable. Suite de la présentation des collections de prêt-à-porter automne-hiver 2004-2005, des collections éclectiques où tout est permis, avec notamment les dernières collections de John Galliano et d'Alexandre McQueen, Estelle Collin et Hervé Pozzo. Tête coiffée de boucles, robe seconde peau,
C'est au groupe Gucci qu'Alexander McQueen doit sa lancée planétaire. Désormais, l'homme est un des acteurs majeurs dans le secteur du luxe. L'image de ces vestales antiques fera, c'est certain, le tour du monde. Julian McDonald chez Givenchy n'aura pas le même destin. Sa collection années 50 signe son départ. La Griffe a déjà connu 3 directeurs artistiques différents. En revanche, Albert Elbaz fait des miracles chez Lanvin. C'est à lui que l'on doit la remise en orbite d'une des plus anciennes maisons de couture françaises. De son côté, Sonia Rykiel, une des rares marques indépendantes, mène sa barque comme elle l'entend. Elle cultive un style impeccable, un brin désinvolte. Et comme à son habitude chez John Galliano, le défilé c'est mieux que n'importe quelle campagne de publicité. Ces images insolites seront vendues à un prix d'or, feront le tour du monde. Ensuite, on connaît l'homme suffisamment malin pour retravailler la collection afin d'assurer son succès commercial. Le mythe de Sissi revisité pour lui donner sa vérité historique, loin de la figure de conte de fées immortalisée au cinéma par Romy Schneider. Sissi, impératrice rebelle, est le thème d'un téléfilm diffusé demain soir sur France 2. Ariel Dombal incarne cette Sissi fragile, féministe, démocrate, une Sissi en avance sur son époque. Claude Respo et Ludovic Tourte. Vous savez, depuis la mort de mon fils, je me suis débarrassée de tout. J'ai tout donné. J'ai essayé les voyages. Et Rodolphe avait raison. Ça ne guérit pas les âmes. Les rives du lac Léman. Genève, dans les dernières années de sa vie, sera une des destinations préférées de Sissi. Toujours vêtue de noir, l'impératrice fuit le monde en général, et Vienne en particulier. L'âge n'a guère changé sa fine silhouette, et seul un éventail dissimule les atteintes du temps. Sissi est encore aujourd'hui dans toutes les mémoires. Son mariage à peine 15 ans avec l'empereur d'Autriche François-Joseph en a fait un mythe qui marie puissance et beauté. Et pourtant, c'est une femme que l'on méconnaît. On sait moins, par exemple, le rôle politique qu'elle a joué. Elle était vraiment démocrate, est en effet peu dire. Démocrate est en effet peu dire. Révolutionnaire, ce serait pas encore assez, puisque révolutionnaire, ça suppose un cadre, une organisation, un but très délibéré. Non, elle détestait l'ordre, donc c'est bien une anarchiste. Et puis le rétablissement de la Hongrie dans l'Empire, l'aigle de tête, la deuxième tête, eh ben c'était elle. Et non pas François-Joseph qui était un gentil garçon. Tu es ravissant. Et puis toi, qu'on te prenne pour la mariée. On l'appellera la plus belle femme du monde, mais à quel prix? Elle martyrisait son corps, le nourrissait à peine, agrumes et les 2 chèvres, et s'épuisait dans de longues chevauchées, quand ce n'était pas aux anneaux. Marie, l'amour entre Franz et moi n'est pas si simple. Ce sont les chagrins qui nous ont rapprochés. Et des chagrins, elle en connut, comme par exemple la disparition à Mayerling de son fils Rodolphe. 10 septembre 1898, l'impératrice rebelle est assassinée par l'anarchiste Loukeni. Et une légende commence. Ariel Dombal, bonsoir. J'ai envie de dire que vous êtes souvent là où on ne vous attend pas. Il fallait vraiment du culot pour s'attaquer au mythe de Sissi, puis à l'image du cinéma. Vous avez eu des hésitations, vous êtes jeté à corps perdu, vous avez trouvé un malin plaisir? Oh, j'étais tellement heureuse de pouvoir incarner un rôle si vaste. Et puis Jean-Daniel Vérac, donc le metteur en scène, et Odile Barski qui a écrit le scénario, ont fait ça de manière tellement juste. C'est vraiment la Sissi historique. Ah, mais le trac toujours, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, c'est un personnage tellement bouleversant que toutes les femmes se reconnaissent dans ce personnage. C'est ça qu'elle a d'attachant. Justement, pourquoi a-t-elle traversé les époques au fond? Eh bien parce que c'était un personnage tout à fait singulier, en rupture de rang. Elle a voulu maîtriser son destin, maîtriser son corps, maîtriser sa vie. Elle a voulu fuir les fastes, les fausses valeurs. Vous parlez du corps, il y a cette quête de l'absolu en tout, en toute chose, avec ce culte du corps qui va jusqu'à l'obsession, jusqu'à la souffrance. Voilà, et puis c'était un personnage finalement très dramatique, et ça c'était merveilleux à jouer. Moi j'ai
adorais jouer les rapports avec ma belle-mère, incarnée par Stéphane Audran, qui est sublime, et puis les rapports avec son fils, Malik Zidi, c'était un rapport tellement passionnel, et puis cette mort. Alors c'est une femme qui aussi a traversé des moments terribles de solitude, de souffrance, de fragilité, de névrose. On dit qu'elle était peut-être anorexique, on la montre allant chez un psychiatre, ça c'est pure fiction. C'est-à-dire qu'elle allait beaucoup chez les médecins parce que comme elle voulait toujours être plus forte qu'elle-même, dompter son corps, être plus forte que les hommes, monter à cheval mieux qu'eux. Et en souffrir, mais c'était un personnage de douleur, presque doloriste. C'était un personnage très idéaliste et qui voulait faire de sa vie une œuvre d'art à sa manière, c'est-à-dire proche de la nature, proche de la vérité des éléments, de la passion, et en ne s'abandonnant jamais pourtant au plaisir physique. Tout ça a été finalement quelque chose de terriblement douloureux. Pure hypothèse, si Sissi avait eu le pouvoir, elle aurait pu l'assumer, elle avait de l'épaisseur. Probablement, oui, sûrement. Vous savez qu'elle était très en avance sur son temps en voulant le pouvoir au peuple, et ça c'était une chose qui semblait une aberration. Elle est très anti-monarchique. Et elle attaquait beaucoup la monarchie et les traditions et l'emprise de cet empire austro-hongrois qui était sur le trône depuis 600 ans. Et tout ça était très audacieux et très beau. Alors, petite question, vous pensez qu'il y a du Sissi dans Diana, par exemple? Diana est aussi une princesse qui est entrée dans la légende, aussi quand on meurt tragiquement. On entre dans la légende, et ce qu'on sait moins pour Sissi, c'est qu'elle a été assassinée par un anarchiste, elle qui était le visage même de l'anarchie. C'est ça qui est tellement... Vous diriez que la présentation de ce téléfilm de Sissi, le jour, la journée internationale de la femme, elle y a toute sa place, évidemment. Tout à fait, parce que c'est une figure féminine extrêmement singulière, extrêmement forte, et qui a apporté beaucoup aux femmes sans qu'on le sache. On est toutes un peu des Sissi. Merci. Oui. Merci Ariel Dombasle d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. La météo, Nathalie Riouet, 20h55, 8 femmes de François Ozan avec une pléiade d'actrices, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, entre autres. 0h40, dernier journal Ève Métais. Dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Noël Mamère, député vert de Gironde. 13h, Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2. L'image du jour avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Partager et se passionner avec la GMR. À tout moment, partagez les émotions du rugby avec France Télécom. Elissa, il y avait un appel de Claire dans le fermé, c'est Michalak qui a été choisi. Michalak, oui, il y a le surnombre. Claire, ouais, à l'extérieur, et qui s'était fait oublier? Emmanuel Arinor de qui en position d'ailier qui marque. Ah, voilà une tentative.